On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau, Bock-Côté. Alors Mathieu, je viens de lire là, en ouverture d'émission un texte du Devoir sur la discrimination de la loi 21, comme quoi c'est bien épouvantable. Et là, un autre texte du Devoir aujourd'hui, les manifestants pro-palestiniens ont le droit de camper à McGill, dit Amira El-Gawabi. Les manifestants pro-palestiniens ont le droit d'occuper le campus de l'Université McGill, selon la représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie. Elle dit, elle a témoigné devant le Comité permanent de la justice et des droits de la personne qui a entamé une étude sur l'islamophobie et les mesures supplémentaires pour combattre ce terrible... Écoute, est-ce que c'est moi... Il me semble qu'il y a plus une montée d'antisémitisme au Canada et au Québec qu'une montée de l'islamophobie. Est-ce que je vis dans un univers parallèle, là? Premièrement, j'attends la définition de l'islamophobie. Est-ce que c'est l'aversion à l'endroit des musulmans, donc une forme de racisme anti-musulman? Est-ce que c'est le fait de critiquer l'islam? Si je critique l'islam comme religion, que je n'adhère pas à l'islam comme religion, que je rejette le contenu théologique de l'islam, est-ce que je suis islamophobe? Si je critique l'islamisme, est-ce que je suis islamophobe? Si je critique, par exemple, la normalisation du voile islamique dans nos sociétés, l'halalisation de l'alimentation, comme on le voit dans certaines régions en France, est-ce que je suis islamophobe? Donc, je réclame d'abord une définition première de ce terme, premier élément. Si par ailleurs, si je rejette fondamentalement le catholicisme, j'aime pas le catholicisme, je le déteste le catholicisme, est-ce que je suis cathophobe ou je suis simplement non-croyant qui est critique envers un système de croyances fondé sur ce que je considérais comme des illusions? Bon, premier élément. Deuxième élément, il faut bien comprendre que les islamistes sont parvenus à imposer dans nos sociétés l'idée que résister à l'islamisation des pays occidentaux, c'est de l'islamophobie. Si vous n'êtes pas favorable à l'islamisation, si vous nommez même cette islamisation, vous êtes islamophobe. Donc si je dis, par exemple, les gens sont libres de pratiquer la religion qu'ils souhaitent, évidemment. On croit à la liberté de conscience. Mais je ne souhaite pas que le Québec devienne un pays musulman, tout comme je ne souhaiterais pas que l'Arabie saoudite devienne un pays catholique, tout comme je ne souhaiterais pas qu'Israël devienne un pays luthérien, tout comme je ne souhaite... Tu vois la ligne? Donc, je respecte l'identité historique des différents pays. Ben, si je dis ça, je suis persuadé que non seulement je vais être classé comme parmi les islamophobes, mais les racistes. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui me semble insensé. Par ailleurs, cette dame ne devrait pas avoir ce poste. Hein. C'est un poste qui ne devrait pas exister. Et on est devant une militante aux convictions qui, à mon avis, sont plus que douteuses, qui se retrouve payée par l'État pour mener un travail d'endoctrinement et de rééducation auprès des Canadiens. Alors, voyant tout cela... Là, puis de l'autre côté, parce que ta question avait cette dimension-là, j'avais vaguement l'impression que c'est l'antisémitisme qui renaissait un peu partout en Occident. Mais on nous explique inversement que souhaiter la destruction d'Israël, souhaiter la fin de l'État d'Israël, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antisionisme apparemment. Et bonne celle-là. Je note, c'est une de mes amies à Paris qui me faisait remarquer ça il y a quelques jours. Elle dit là, il y a un mot qui est redevenu à la mode, c'est sioniste, comme une insulte. Hein. Le sionisme, à l'échelle de l'histoire, c'est la volonté pour les Juifs de se constituer en État et former une majorité quelque part en leur pays, en leur terre historique. Mais le mot sioniste aujourd'hui, qui est utilisé de manière agressive, c'est presque la nouvelle manière de dire sale juif, comme on pouvait l'entendre autrefois. Donc, bien franchement, on est dans une forme de lecture inversée de la réalité. Moi, je ne suis pas surpris de cela dans le Canada multiculturel de M. Trudeau. Mais tu trouves pas un peu indécent qu'actuellement, là, avec toute la montée de l'antisémitisme sur les campus, qu'on choisit ce moment-là pour avoir un comité à la lutte à l'islamophobie? Puis d'avoir des audiences, puis tout ça, c'est un peu indécent, là. Non, mais faut comprendre, parce que pour certains, la progression, l'islamisation progressive des sociétés occidentales, c'est beaucoup plus avancé en Europe qu'ici, évidemment, c'est un mouvement naturel, et ce qui est assez drôle, c'est que l'islamisme est parvenu à détourner les institutions démocratiques pour reformuler ses revendications en termes de droits individuels et de droits des minorités, hein, le droit individuel, porter le voile, le droit... Et lorsqu'on le nomme, lorsqu'on l'identifie, il se cache derrière l'état de droit pour ne pas avouer son programme. Mais quand on a à l'esprit les frères musulmans, là je pense ici à
pas Florent, Madame Bergeau-Blaclair, dont le prénom m'échappe, c'est Florence, je crois, ou c'est... qu'importe, Madame Bergeau-Blaclair, qui a écrit un très bon livre sur les frères musulmans, et qui explique que les frères musulmans ont comme une stratégie de conquête démographique, religieuse, idéologique de l'Europe sur l'échelle d'un siècle, 2 siècles et tout ça. Des gens qui fonctionnent avec des horizons qui ne sont plus c'est de la vie terrestre, mais qui se croient commandés par le divin, ils ont plus le sens du temps long que nous. Bon. Elle documente ça. C'est quand même pas, c'est pas un détail. Ben oui. Or, on est incapable, devant ce phénomène, le nommer, le critiquer, marquer des réserves, marquer de vraies inquiétudes. C'est codé, à la fois par les islamistes, mais aussi par leurs compagnons de route, qui sont souvent des idiots utiles. C'est codé comme une manifestation de racisme occidental. Donc, je crois que devant tout cela, il faut une forme de courage minimal qui consiste à dire les choses telles qu'elles sont. Dire les choses telles qu'elles sont, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans le monde occidental, il existe aujourd'hui une poussée de l'antisémitisme. Ce n'est pas un antisémitisme qui vient de leur fond, c'est un antisémitisme d'importation, c'est un antisémitisme islamiste, c'est un antisémitisme qui est agressif, qui peut tuer, comme on le voit en France, mais on a une forme d'aveuglement devant cela, puis on se fait croire que notre civilisation bascule dans l'islamophobie. Écoute ça, je parlais d'un texte qui est publié dans le National Post. M. Kenneth Green, qui est enseignant, prof à l'Université de Toronto, il est prof depuis 37 ans. Il dit « Je n'ai jamais vu autant d'antisémitisme dans mon université ». Il a voulu aller parler aux campeurs pro-palestiniens. Il s'est fait traiter de tous les noms, il s'est fait cracher dessus, etc., parce qu'il porte une kippa, bien sûr, votant sale juif, colon, etc. Et il dit que le campement pro-palestinien reçoit l'appui de l'administration de l'université. Mais écoute ça, il y a un jeune juif qui a décidé, lui, dit, moi, je suis pour la solution des 2 États. Alors, je veux représenter ça. Je vais aller, moi, monter une tente pro-Israël à côté de leur campement pour dire, je suis pour la coexistence. Sais-tu quoi? L'université a fait démanteler sa tente à ce gars-là en disant qu'il faisait de la provocation. Pendant ce temps-là, toutes les autres tentes pro-palestiniennes, eux autres reçoivent la bénédiction de l'université. C'est assez incroyable, ça? Non, c'est pas incroyable. En fait, c'est tout à fait cohérent. C'est tout à fait cohérent. C'est-à-dire que c'est cette idée, on va le résumer de la manière suivante. Tu me sacs un coup de poing sur la gueule, je te réponds avec une baffe, c'est moi qu'on traite d'agressif. Hein, c'est-à-dire, c'est cette vieille idée que dans une guerre, celui qui déclenche la guerre, c'est pas celui qui agresse, c'est celui qui se défend. C'est-à-dire, si vous étiez pas défendu, il y aurait pas de problème. Il y a où le problème? Bon. Alors là, en ces matières, on dit aux Juifs, on dit par ailleurs plus largement à ceux qui n'adhèrent pas à la lecture et à la récupération islamiste de la cause palestinienne, taisez-vous, puis on le fait de quelle manière? En utilisant le mot génocide sans arrêt. Alors, qu'on s'entende, que la situation des gens à Gaza soit tragique, ça va de soi, c'est une souffrance indéniable, c'est une souffrance infinie, dont le Hamas est le premier responsable, mais quoi qu'il en soit, la guerre est atroce, la guerre et je ne doute pas un instant que j'insiste, là, je suis pas de ceux qui nient ces souffrances-là. Mais le mot génocide est inapproprié pour parler de ça. C'est pas ça, un génocide dans l'histoire. Un génocide, c'est quelque chose. On sait ce que c'est. Les Arméniens en ont subi un. Au Rwanda, il y en a eu un. Les Juifs, évidemment, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'utilisation abusive du terme de génocide nous fait perdre le contact avec la réalité. Et de ce point de vue, c'est devenu une technique d'intimidation morale dans l'espace public. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec moi, donc vous êtes pour le génocide. Non, les enfants. Je conteste pas un instant les immenses douleur, la souffrance atroce d'un peuple qui est dans une situation intenable. Je dis que le concept de génocide ne réfère pas à ça. Mais puisqu'on est dans une société qui n'a plus le sens de la rigueur des mots, c'est quand même important, ça. On parle comme ça, on lance des termes dans le vide de même, un racisme systémique, et puis génocide par-ci, génocide par-là, puis violence policière. Puis les termes, tous ces termes-là sont, donc, on ne parle plus de la réalité. Les mots ont une connotation morale et servent à nous enfermer dans un système de réprobation morale où gentil, pas gentil, moral, pas moral. Et c'est assez fascinant quand même ce qu'on a devant soi. Écoute, je t'entendais tantôt discuter avec Emmanuel Latraverse sur l'immigration massive et tout ça au Québec. Et bon, je ne veux pas parler là dans le dos d'Emmanuel, surtout qu'elle n'est pas là pour se défendre. Mais Emmanuel a dit quelque chose que je trouve c'est peut-être un lapsus. Ses mots ont dépassé sa pensée. Elle a dit, Mathieu, tu veux fermer les frontières. Et toi, tu as dit non, j'ai répondu d'ailleurs. Tu as dit non, je veux les maîtriser, les contrôler. Mais tu vois, quand on dit maintenant, il faudrait mieux contrôler les frontières, tu veux les fermer. Non, c'est pas ça. C'est moi peut-être dépasser la pensée, mais...
Non, mais je pense que mon ami Emmanuel est je dirais une bonne libérale au sens philosophique, là, pas au sens du parti, on s'entend, mais c'est une libérale plutôt mondialiste qui a une conception du monde où l'immigration est un mouvement naturel, puis on peut à la rigueur contrôler les flux, mais vraiment les maîtriser puis rompre avec l'immigration massive, ce qui ne veut pas dire rompre avec la possibilité d'immigrer, c'est pas la même chose. Hein. Ça, c'est pas dans son univers, c'est pas son système de pensée. Mais comme je te disais hier, on est dans désaccord sur à peu près tout, ce qui fait que c'est absolument agréable de débattre avec elle, d'autant que ça part pas aux extrêmes. C'est un désaccord assumé qui vire pas à l'hostilité. C'est quand même bien ça dans nos sociétés. Cela dit, je pense que pour les progressistes libéraux, globalement, ils se disent la maîtrise des frontières doit être fixée par le droit, entre guillemets, pas par le politique. Le droit est fixé par les chartes sont interprétées par les tribunaux, et lorsque le politique décide de s'en mêler, ben c'est vu comme du populisme autoritaire qui vient dérégler la société de droit. Bon, ben ça, c'est deux visions contrastées, contradictoires de la démocratie. Moi, j'ai pas l'intention de fermer les frontières. Je veux pas interdire le tourisme, premier élément, bien que, bon. Mais non, le tourisme de fou, genre, non, mais à Venise et à Paris et à Vienne, peut-être, mais bon, c'est raison, je veux pas interdire le tourisme. Moi, je veux pas abolir le droit d'asile. Je dis que je veux l'encadrer pour le ramener à ses définitions d'origine. Je ne veux pas interdire aux gens de s'installer, de changer de pays. Je dis qu'il faut fixer des règles beaucoup plus fermes pour s'assurer que ceux qui arrivent quelque part s'assimilent à la culture à laquelle ils ont décidé, dans le pays auquel ils ont décidé de s'installer. Je ne souhaite pas empêcher les gens de vivre heureux et en famille. Je veux éviter que le regroupement familial, s'il existe, soit appliqué à tellement de gens que t'accueilles plus une personne, mais t'accueilles une chaîne de 20-30 personnes à partir d'une seule. Donc, ça, pour moi, c'est... Et puis, par ailleurs, je ne tolère pas qu'on décide de détourner le droit d'asile. Si vous vous présentez au Canada avec un papier d'étudiant ou de touriste, vous présentez comme l'asile ensuite, vous avez entré sous fausse représentation, c'est non. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des saintes limites à voir nos institutions détournées. Bon, disant tout cela, j'ai pas l'impression de vouloir fermer les frontières. Je dis que je veux encadrer le phénomène migratoire. Mais est-ce que tu trouves, Mathieu, que M. Legault manque peut-être un peu de tact et de délicatesse lorsqu'il parle d'immigration, qu'il a tendance à trop pointer du doigt les immigrants temporaires? Et que... Honnêtement, non. Honnêtement, non. Je veux dire, qu'est-ce qu'il dit de si mal que ça? C'est-à-dire, il constate qu'on est devant un phénomène, une pression migratoire, qui fait en sorte que le système d'éducation ne tient plus, le système de santé ne tient plus, le système d'aide aux plus démunis ne tient plus, le marché immobilier se dérègle. Il dit pas les immigrés, vous êtes méchants, ce serait absurde. S'il disait ça, on serait tous contre lui. Mais il dit l'immigration massive, globalement, c'est un phénomène négatif. Ce avec quoi je suis d'accord. Il qualifie pas les vies une après l'autre. Évidemment qu'il fait pas ça. Mais il y a un phénomène. Ensuite, par ailleurs, si à la question François Legault manque-t-il de tact en général dans l'existence? Oui. Ça, je pense que oui. Mais c'est pas un manque de tact réservé à la question migratoire. Je me rappelle quand il disait, ça fait des années, hein, le cégep, c'est un endroit très bien pour apprendre à fumer du pot. Je me rappelle quand il y avait en 2014. Bon, ben, il y a le personnage, en 2014, il y a un personnage, genre Joe Dett, qui se présente à côté de lui. Puis là, Joe Dett, là, il est peut-être pas d'accord avec François Legault, parce que Joe Dett, c'est le fils de mascotte, il voulait pas baisser la dette. Puis là, il voulait pas soutenir la CAQ. Puis là, François Legault se tourne vers lui, il dit « Bouh, Joe Dett! Bouh, fâché, mauvais Joe Dett! » Bon, François Legault est un personnage qui a son charisme, sa manière de fonctionner en société. Une fois que c'est dit sur l'immigration, je trouve qu'il libère la parole sensée davantage qu'il ne ferait preuve d'insensibilité sur cette question. Mais peut-être est-ce un désaccord possible. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. On va t'écouter demain et croiser le fer avec Emmanuel. Salut, bonne journée.